Eh bien, nous revoilà à nouveau réunis pour donc cette seconde table ronde consacrée à la santé, donc l'e-santé, de l'expérimentation à la consécration. Je crois qu'on l'a déjà un petit peu touché du doigt tout à l'heure. Pour nous en parler, sous un tonnerre d'applaudissements, Marianne Binst pour Santé Claire, Frédéric Cadic pour Labéry et Marc Ghost pour Orano. Voilà donc sous autres formes de transition, je passe la parole à Marianne Binst. Merci Delphine, merci Marc et Frédéric d'être là pour témoigner finalement de ce que vous avez vécu en matière de santé dans votre entreprise à cause de cette crise et ce que ça vous a inspiré en termes d'innovation et de ce qui peut se passer à l'avenir. Je voudrais, pour démarrer, vous expliquer un nouveau service de Santé Claire qui me semble très illustratif de la période que nous venons de passer et de toutes les perspectives que nous avons d'évolution de ce que nous pouvons fournir aux salariés des entreprises en matière d'outils pour mieux se porter et pour prendre de meilleures décisions. Alors si j'avance quelques slides, parce que je voudrais vous montrer cela sur écran. Donc là, vous avez le portail qui s'appelle My Santé Claire, qui est présent dans l'espace des courtiers ou des complémentaires santé, et où l'ensemble de notre offre servicielle est disponible pour les salariés de l'entreprise. Dans ce portail, nous avons 6 parcours de soins. En optique, dentaire et audioprothèse, c'est assez classique pour une complémentaire santé, avec des services de réseau, de devis, d'accès à des rendez-vous rapides, des choses comme ça. Mais aussi un parcours en médecine de ville, en hospitalisation, et un parcours en médecine douce, et puis bientôt un parcours en santé mentale. Quand je dis parcours, c'est un continuum de services, avant, pendant, après, ou parfois allant du plus léger au plus grave comme type de service. Et la difficulté que nous avions vue, l'importance de notre offre servicielle, c'était que souvent les gens ne savaient pas bien se diriger en fonction d'un problème qu'ils avaient vers le type de service, le type d'offre qui leur rendrait service, qui leur permettrait d'avoir accès aux soins au bon niveau, de la bonne façon. Et on appelait ça souvent entre nous en disant il nous manque un tamalou pour essayer d'orienter derrière sur ce qui se ferait, sur le service qui peut être le bon service. Et bien le tamalou, il est sorti en termes d'intelligence artificielle, puisqu'on a vu depuis plusieurs années des outils qui s'appellent des symptom shakers commencer à sortir en intelligence artificielle. Et il nous a semblé, il y a une année à peu près, que le moment était venu de faire confiance à ce type d'outils. Donc on a lancé un appel d'offres. On avait référencé 12 acteurs au monde, parce que c'est un marché mondial. On a fait un cahier des charges. Il y a 7 acteurs qui ont été dans la capacité de répondre par rapport aux prérequis que nous avions faits. Nous en avons shortlisté 3, puis 2. Et puis au final, nous travaillons avec un acteur qui avait de loin les meilleures performances médicales à partir d'un crash test qu'on a fait sur énormément de cas qui sont fournis par la Harvard Medical School, qui sont des cas de test possibles qui permettent de vérifier la solidité des outils d'intelligence artificielle de santé, mais aussi toutes sortes de référentiels, notamment juridiques, sur toute la confidentialité des données. Et donc l'acteur avec lequel nous travaillons est basé en Allemagne, c'est un acteur allemand, il s'appelle ADA, et donc ça nous rassurait aussi que d'un point de vue RGPD sur des dossiers aussi sensibles pour les salariés, il y ait un acteur qui soit... Le concurrent principal était américain et c'était un petit peu plus complexe en ce moment. Donc ce n'était pas le seul critère, mais ça comptait aussi bien sûr. Donc je vais vous parler de cet outil d'intelligence artificielle et vous montrer comment ça marche. Alors, si on avance, ça marche mon truc là. Si, ça va, ça marche. Je voulais vous montrer le déroulé. Donc on rentre pour accéder au service. Et je vais vous montrer un cas assez grave. Vous rentrez, ça va assez vite. On vous pose quelques questions sur le consentement à partager avec ADA les données personnelles. C'est tout à fait obligatoire, sinon ça ne peut pas marcher.
est-ce que c'est pour vous ou pour un autre, hein, s'il y a quelqu'un chez vous, un membre de votre famille peut en profiter. Si c'est un homme ou une femme, est-ce qu'elle est enceinte puisqu'il s'agit d'une femme? Et là, c'est une femme qui n'est pas fumeuse, pas enceinte, qui n'a pas d'hypertension artérielle, pas de diabète. Elle s'appelle Dominique et elle va pouvoir commencer l'évaluation de ses symptômes. J'ai pris un cas assez curieux. Elle rentre, elle a mal à la gorge, elle a mal à la mandibule, elle a douleur dans la mâchoire. Donc on se dit, tiens, elle a mal à la mâchoire. Et c'est un cas vrai. Hein. Donc on commence à poser des questions. Depuis combien de temps ça dure? Est-ce qu'elle a d'autres symptômes? Non. Il y a des questions qui vont dérouler. D'habitude, c'est une dizaine de questions. Là, ça va être plus. Les gencives, est-ce qu'elle a mal aux gencives? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la poitrine, une petite douleur? Je vous rappelle qu'elle est rentrée parce qu'elle avait mal à la gencive. Hein. Depuis combien de temps? Moins d'un jour. Donc tout ça est très récent, ces symptômes. Ça, c'est un signe intéressant aussi. Ça se situe principalement... voilà. Est-ce qu'elle a une sensation de pesanteur? Oui. Là, la machine commence à s'emballer. Hein. Est-ce que la douleur la gêne? Est-ce que ça se propage un petit peu? Oui. Est-ce que ça s'aggrave lorsqu'on touche ou on appuie? Non. Est-ce que... voilà, pardon. Est-ce qu'il y a une activité physique qui va faire bouger les symptômes? Est-ce que lorsqu'on respire fort, ça fait bouger la douleur? Non, ça n'a aucun effet. Est-ce qu'il y a de la tension artérielle? La personne avait déjà dit qu'elle n'en savait rien, je crois. Et après, la vitesse est accélérée, donc je ne commenterai pas les questions, ça durerait trop longtemps. Mais ce sont toutes des questions simples où la personne peut répondre facilement. Donc le rapport, et là, il se trouve... que le premier cas qui sort, hein, en pronostic de diagnostic, 5 cas sur 10, les gens qui ont répondu à toutes ces questions de cette façon avaient une crise cardiaque. Et le deuxième cas n'est guère mieux, puisque c'est une angine de poitrine. Et donc, dans les deux cas, il faut angine de poitrine instable, aller aux urgences. C'est 2 personnes sur 10, donc 7 personnes sur 10 qui ont ces symptômes. Ont besoin d'aller aux urgences. Et là, on affiche immédiatement contacter le 15. C'est un point important parce qu'il y a encore 40% des gens qui croient avoir une crise cardiaque qui vont aux urgences par leurs propres moyens, sans contacter avant le 15. Et ça, c'est ce qui peut se faire de pire. Donc je voulais juste, avant de continuer à aller beaucoup plus vite sur d'autres cas, détailler ce qui vient de se passer. Lorsque cet outil d'intelligence artificielle vous dit d'aller aux urgences, dans 85% des cas, c'est justifié, et dans 85% des cas, ils ont le bon diagnostic. Donc c'est absolument bluffant, c'est-à-dire quand cet outil qui s'appelle ADA vous dit d'aller aux urgences, vous allez aux urgences. Et là, il se trouve qu'on vous donne le 15 parce que c'est des urgences très graves, très rapides, hein, infarctus du myocarde. Infarctus du myocarde chez la femme est extrêmement sous-diagnostiqué. C'est pour ça que ce cas, je l'ai choisi, parce que c'est référencé hein, dans un ouvrage de l'INSERM qui vient de paraître, les sous-diagnostics genrés. La dépression nerveuse chez l'homme est complètement sous-diagnostiquée, parce qu'on n'y pense pas, les symptômes ne sont pas les mêmes, les médecins y pensent moins, et les problèmes cardiaques et les infarctus chez la femme sont nettement sous-diagnostiqués, parce que les symptômes sont plus différents. Souvent, ils ont mal, problèmes digestifs, là c'est mal dans la mâchoire, c'est assez classique, et ils sont plus diffus. Et donc il y a beaucoup plus de mauvais pronostics. Donc c'est intéressant parce que ça dure 2 minutes, cette évaluation, et au bout de 2 minutes, vous savez qu'il faut appeler le 15. Et c'est un slogan un peu chez Santé Claire, mais maintenant, quand ADA vous dit d'appeler le 15, vous appelez le 15, vous ne posez pas trop de questions. Donc là, on est parti sur l'urgence, hein, mais c'est intéressant. On aurait pu aussi imaginer de l'urgence, mais d'aller aux urgences, mais de manière moins aiguë. Et dans ce cas-là, ce qui apparaît, ça n'est pas appeler le 15, mais l'ensemble des services d'urgence du secteur qui correspondent au diagnostic identifié. Ce n'est pas la peine d'aller dans un service d'urgence où il n'y a pas d'ophtalmologie lorsque la problématique est à l'œil. Pas la peine d'aller en urgence lorsque vous avez un problème psychiatrique aigu
alors que il vaut mieux aller dans des urgences où il y a un service de psy. Pareil pour les coupures de la main, par exemple. Donc le deuxième niveau, c'est une orientation vers les bons services d'urgence, parce que à Paris, par exemple, il y a énormément de variations selon les services d'urgence et vous n'y trouvez pas du tout le même type de localisation des problèmes que vous avez. Et vous pouvez vous fourvoyer complètement en vous rendant dans le mauvais établissement hospitalier parisien. Donc, il y a la partie urgence qui est en matière d'orientation, parce que cet outil d'intelligence artificielle extrêmement puissant, extrêmement fiable, ne fonctionne bien que s'il est accolé à des services d'orientation. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre métier, c'est-à-dire que derrière ce pré-diagnostic, parce que juridiquement on n'a pas le droit de dire diagnostic, donc derrière ces causes, il y a des notions d'orientation dans le système de santé. Alors je vais passer sur quelques exemples plus rapides et beaucoup moins lourds, mais qui sont intéressants aussi. Donc si on passe quelques autres slides, par exemple, là vous avez deux cas, alors, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran, mais de causes possibles pour un même symptôme. C'est-à-dire une personne rentre pour un mal de tête, et dans un cas, il y a des céphalées de tension, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu stressé. Et donc, il y a une sortie vers les médecines douces, notamment sophrologie, pour l'aider à prendre un rendez-vous pour avoir un sophrologue de qualité, puisque nous avons un partenariat et une sélection de sophrologues qui travaillent bien. Ou alors une sortie plus vers l'automédication, puisque nous avons un outil d'aide à l'automédication. Et puis le slide suivant, c'est pour le même symptôme. Nous allons avoir un rapport d'évaluation, je vous passe toutes les questions, qui est, c'est une personne qui arrive à l'âge probablement, et la presbytie s'installe, il s'en est pas encore rendu compte, il a mal à la tête, mais en réalité le rapport d'évaluation lui dit qu'il a besoin de lunettes et qu'il s'en est pas encore rendu compte. Et quand on n'a pas mis de lunettes, on a mal à la tête souvent, c'est assez classique. Et donc là, l'orientation qu'on lui donne, c'est le rendez-vous rapide chez l'ophtalmo, puisque nous avons des services de coupe-fil pour aller rapidement chez son ophtalmo. C'est pas la peine qu'il traîne avec son mal de tête s'il a besoin de lunettes, parce qu'il n'y a pas de raison. Tous les jours devant écran, il aura mal à la tête en fin de journée. Donc vous avez eu deux cas où vous rentrez par le même symptôme et à la suite des questions qui sont posées, plus courtes que dans le cas de l'infarctus du myocarde, vous arrivez à la fois à un prédiagnostic. Alors il y en a plusieurs, mais celui qui arrive en tête est souvent le bon, avec des chances statistiques que ce soit ça, ou des malchances, qui sont posées, et une orientation qui est fournie dans le cadre de My Santé Claire, dans le lien qu'on fait avec cet outil et notre autres services. Et puis un dernier exemple que je voulais partager avec vous, parce qu'il me semble... Ah pardon, j'étais trop vite alors. Si je reviens en arrière... je ne sais pas si on peut. Oui, je vais peut-être le partager sans... On voit assez mal. C'est assez flou à l'écran. Je vais essayer de le voir de manière plus... Voilà, c'est ça. C'est un exemple où la personne avait des ballonnements digestifs. Et puis, on lui pose pas mal de questions. Le symptôme le plus logique, enfin le diagnostic le plus logique, le pré-diagnostic ou le constat le plus logique, c'est qu'elle a une allergie au lactose. Après avoir posé ces questions, vous voyez, qui sort en premier point de manière bien avant les autres et qui est probablement le diagnostic en question. Mais on voit, il y a souvent chez ADA un diagnostic principal et puis un ou deux, voire trois diagnostics. Et en toute fin de liste, il y a un diagnostic rare. Pour, dans ce cas-là, 1% des personnes qui ont répondu comme ça à ces questions-là avaient une maladie de Crohn. Et c'était aussi intéressant parce que les errances thérapeutiques, ce qu'on appelle comme ça, les gens qui mettent très longtemps à avoir un diagnostic, c'est que souvent, par rapport à leurs symptômes, c'est une maladie rare. Et ils ont pu montrer dans plusieurs études publiées que le fait que le médecin traitant ait vu qu'en bout de liste, par rapport aux symptômes de la personne, qu'il a probablement une intolérance au lactose, qui n'est pas facile à identifier, donc c'est déjà un gros bénéfice de lui donner ce pré-diagnostic. Eh bien, lorsque le médecin traitant a vu que la deuxième, la troisième, peut-être la quatrième cause beaucoup plus rare, peut-être une maladie grave, en l'occurrence la maladie de Crohn, l'errance thérapeutique va durer beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire que si les choses ne se remettent pas en place avec le traitement normal, symptomatique de ce qui a été identifié, le fait d'avoir identifié que peut-être, dans un cas rare, ceux qui avaient ça
ont cette maladie-là qui est beaucoup plus sérieuse, fait que ça revient à l'esprit du médecin de manière plus naturelle, et que si ça ne marche pas, si les symptômes perdurent, si machin, cela, il y aura des examens à faire pour aller plus loin et découvrir que peut-être c'était lié à ça. Et ça, c'est un bénéfice essentiel qui n'est pas encore en place fortement dans le système de santé français, mais que nous vous aimerions promouvoir, c'est que les gens aient le courage, petit à petit, d'aller vers le médecin avec ce premier niveau d'évaluation et de partager avec leur médecin traitant, y compris le diagnostic rare possible par rapport à ce qu'ils ont ressenti et l'interrogatoire qui est d'une très grande qualité, de manière à ce que ce médecin traitant s'habitue à être l'ami de l'intelligence artificielle, parce qu'en réalité, on a toujours besoin d'un médecin, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui décide soit d'aller aux urgences, soit d'aller chez le médecin, soit de s'automédiquer. Et donc, c'est un outil pour aider à l'orientation à bon escient. Il y a beaucoup trop de gens qui vont aux urgences, et parfois, il y en a qui n'y vont pas assez. Il y a beaucoup trop de gens qui vont soigner des symptômes d'une grande banalité chez le médecin, alors qu'ils pourraient très bien rester chez eux et s'automédiquer ou avoir recours aux médecines douces ou tout simplement attendre que ça passe. Donc, on a aujourd'hui en France bien assez de médecins, bien assez d'hôpitaux. Le problème, c'est qu'on n'y va pas à bon escient, que ce sont des ressources rares qui sont mal utilisées. Donc ce type d'outil, c'est l'ami des patients, c'est l'ami des entreprises aussi, parce que combien de fois dans une entreprise, on se dit, après coup, et ça nous est arrivé dans notre entreprise, et je crois que tous les DRH ici savent que ça peut arriver quand il y a eu un gros problème pour un salarié, on refait la journée du salarié, on se dit, tiens, il s'était passé ça, bah, son collègue, il avait dit ça, mais il n'avait pas voulu aller consulter, ou ceci. Donc avec un outil comme ça, toujours en poche, vous avez quand même la capacité d'avoir une orientation rapide lorsque c'est nécessaire par rapport à ces gens qui nient les choses. Et on a eu des cas comme ça, là, récemment, un cas où une personne... l'outil lui avait dit d'aller aux urgences, il ne voulait pas, il est allé téléconsulter. Le téléconsultant, dans le cadre du programme Santé Claire, lui a dit d'aller aux urgences, il ne voulait toujours pas. Il a été faire des examens, et les examens lui ont dit d'aller aux urgences. Donc à un moment donné, le truc a rebouclé parce qu'il fallait vraiment qu'il aille aux urgences. Donc il y a des gens toujours un peu résistants par rapport à ça, et c'est un outil très, très utile. Donc voilà, je voulais vous montrer cet outil parce qu'on en arrive aujourd'hui à des outils d'intelligence artificielle qui peuvent à la fois servir le patient, l'entreprise, le médecin traitant, bien évidemment, ou les urgences, comme un outil fort, très efficace médicalement, de régulation et d'orientation. Et c'est un outil qu'on peut avoir dans la poche, qui est très facile, sur une app, bien sûr, et bien sûr intégrer un parcours de soins, parce que nous, chez Santé Claire, nous pensons que tous ces outils digitaux n'ont de sens que lorsqu'ils sont intégrés à un parcours de soins et à une orientation sur la suite, la conduite à tenir, et une offre servicielle beaucoup plus large qui va de l'aide à l'automédication, à la téléconsultation, à la prise de rendez-vous rapide ou à l'orientation vers les bons services d'urgence par rapport aux problèmes posés. Donc globalement, c'est quand même une révolution d'avoir la capacité d'avoir, via sa complémentaire santé, dans la poche de chaque salarié de l'entreprise, un outil qui a ce niveau de définition médicale, qui est aussi simple et qui est chaîné avec la suite. Et voilà, on l'a sorti en février. Et ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment un enjeu, et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, et c'est la table ronde précédente aussi, que les DRH et que globalement les entreprises s'approprient ces outils extrêmement puissants, extrêmement fiables, lorsqu'ils ont été sélectionnés par un acteur comme Santé Claire, parce que nous, on regarde vraiment la fiabilité de ces outils, pour être vraiment utilisés et déployés, parce qu'il y a des enjeux énormes à ce que ça soit le cas. Et peut-être que la crise va nous aider. Et à partir de là, je vais demander le témoignage sur est-ce que la crise, de votre côté, dans votre entreprise, je vais commencer sur l'entreprise Orano, est-ce que la crise a vraiment augmenté l'usage des services digitaux en santé? Est-ce que ça a changé les mentalités?
Merci Marianne, bonjour. Donc oui, effectivement, ça a boosté pas mal de sujets, hein, on va le voir. Alors, je vais peut-être vous dire quelques mots effectivement sur le panorama donc des sujets de santé au sein d'Orano. Merci. On va peut-être diffuser les slides. Peut-être vous présenter en quelques mots d'abord très rapidement l'entreprise. Que son nom nous trouble. Voilà, c'est ça. Le nom, on le connaît, on l'a mieux connu sous le nom d'Areva. Effectivement, Orano est né début 2018. De la séparation des activités donc d'Areva. L'ingénierie et la fabrication de réacteurs étant vendus cédés à EDF, et les activités du cycle du combustible restant donc dans le giron donc ex-Areva, qui a changé de nom au 1er janvier 2018 donc pour prendre le nom d'Orano. Donc Orano, c'est une entreprise de presque 18 000 personnes dans le monde, CDI, CDD alternants inclus. Avec un épicentre assez fort sur la France, hein, presque 14 000 salariés en France, mais aussi 1500 salariés en Afrique, notamment au Niger, un petit millier de salariés aux États-Unis et au Canada, et puis 1300 salariés en Asie centrale, au Kazakhstan, en Mongolie, et notamment Kazakhstan et Mongolie. Voilà, et puis quelques centaines de salariés encore en Allemagne et en Grande-Bretagne. On réalise un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, avec un carnet de commandes donc comme vous voyez, assez conséquent. On est sur des activités dont les chiffres d'affaires et les pas de temps, on va dire, des projets sont assez longs. Alors, je vous parlais donc le cycle du combustible, quelques mots très rapides. Donc, c'est quoi le cycle du combustible? Donc, c'est l'extraction du minerai d'uranium, hein, notamment au Niger, au Canada et au Kazakhstan. Donc, on extrait l'uranium, ensuite on le traite et on l'enrichit donc dans les usines françaises dans le sud de la France, à côté de Narbonne et à côté de Pierrelatte. Et puis enrichissement, et puis ensuite on va le vendre aux électriciens, différents électriciens dans le monde. Et ensuite, on retrouve nos activités sur l'aval du cycle, donc dans les activités de recyclage, de gestion des déchets, de retraitement du combustible usé, de transport de ces combustibles, la fabrication des emballages également pour le transporter, des activités de recyclage et de retraitement notamment dans le nord-ouest, dans le Cotentin, et puis pas mal d'activités autour des services aux parcs installés, dans les parcs au service des centrales nucléaires, donc de maintenance, de logistique nucléaire. Et des activités dans le domaine de la santé qui se développent maintenant, on a réfléchi depuis de longues années sur comment on pouvait mieux utiliser finalement la valeur de certains résidus que nous avions dans nos usines. Et on a découvert il y a maintenant plus d'une dizaine d'années que le plomb 212 pouvait être utilisé dans le traitement de cancers, hein, donc en alpha-thérapie. Et donc on a une filiale Oranomed qui développe ces activités-là. Voilà, ça doit venir pour la suite. Un peu d'inertie. Ouais, un petit peu d'inertie dans les slides. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter notre raison d'être, puisque maintenant, depuis un an, on l'a inscrit dans nos statuts. Donc, notre raison d'être, c'est de développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, puisque le nucléaire produit 40 fois moins de CO2 que le gaz et 4 fois moins que le solaire. Pour la santé, à travers la filiale des activités d'Oranomed, et pour un monde économe en ressources aujourd'hui et demain. Donc on a eu l'occasion dans un précédent séminaire de parler des raisons d'être. Donc voilà, depuis 2020, nous avons adopté et inscrit dans les statuts cette raison d'être. Alors pour revenir au sujet de santé, oui, ça a boosté la crise et le Covid-19 a pas mal boosté nos sujets de santé. On a, au sein d'Orano et de ex-Areva, on avait internalisé, disons, nos services de santé au travail, avec donc des services internalisés internes, hein, et agréés depuis 2013. Ça marche pas très bien, ça va venir. Voilà, auprès donc des ministères de tutelle. Donc voilà. Donc on a un service de santé de travail autonome avec un ensemble, et ce qui est intéressant, c'est la pluridisciplinarité finalement de ce qu'on a pu constituer dans nos différents centres en France industriels, donc dans le nord-ouest, dans le sud et en Île-de-France, avec des services pluridisciplinaires, donc de médecins, bien sûr, d'infirmières, mais aussi 2 ergonomes et puis un psychologue, qui sont finalement au service de nos actions en termes de santé. Alors évidemment, dans le nucléaire, on a aussi des suivis très particuliers, spécifiques sur les travailleurs qui sont amenés à travailler en zone orange ou rouge, hein, dans des zones avec de la matière active.
mais aussi c'est au service bien sûr de l'entreprise, du management, et on utilise beaucoup Service Centre Travail pour travailler sur les facteurs organisationnels et humains, pour réfléchir avec eux sur toutes nos problématiques de santé au travail. Alors, on a développé l'e-santé, disons les sujets, les préoccupations depuis 2018 environ, avec en 2018, je vais reprendre mes petites notes pour ne pas oublier de vous rien oublier, et remettre mes lunettes parce qu'on voit effectivement pas très bien. Depuis début donc 2018, on a développé des services donc de télémédecine et de téléconsultation avec en France. Avec en France donc, une mise en place de télémédecine pour les situations d'urgence sur les plateformes. Alors évidemment, tout ça, ça n'a pas vocation à remplacer, on le voit, on l'a mis, les situations les suivis médicaux et les visites. Par contre, ce sont des outils complémentaires qui nous ont été très utiles, et on va le voir pendant la pandémie notamment. Mais depuis 2018, donc, on a mis en place ces télémédecines pour les situations d'urgence, et puis la téléconsultation avec MyEasy. Début 2019, depuis 2019. Et en 2020, on a engagé une formation donc de deux de nos médecins, une formation diplômante dans l'e-santé pour accompagner ces sujets. Quelques images, quelques photos rapidement de ce qu'on a pu en mettre en place en télémédecine et en téléconsultation, si ça veut bien suivre. Voilà, ça doit apparaître à l'écran. Donc en télémédecine sur nos plateformes industrielles, alors je vous montre directement il y a un petit décalage, désolé pour ça, ça doit, voilà. Donc en télémédecine, on a en 2020 pu faire un peu plus d'une vingtaine de consultations à travers la télémédecine. Alors ce que l'on fait avec des appareils connectés, c'est que ça permet dans des situations où le médecin n'est pas sur site, aux salariés, avec la présence d'infirmiers à ses côtés, de pouvoir avoir un échange avec le médecin pour pouvoir échanger sur une consultation et sur un diagnostic au travers du matériel que l'on va voir ensuite. Et puis la téléconsultation, alors notamment pendant la phase de Covid-19, ça nous a permis évidemment de poursuivre un suivi de nos salariés. Alors notamment pendant la période de Covid, on avait des sites qui étaient en confinement, enfin des salariés qui étaient en confinement et en télétravail permanent. Nos sites industriels ont continué à fonctionner, mais on avait des situations de travail alterné évidemment et de télétravail, de présence plus ou moins en Poitiers sur les sites. Et donc ça nous a permis d'éviter au moment du retour au travail en entreprise d'avoir eu à décaler les visites de manière trop importante. Donc on a pu avec ce matériel-là donc opérer cette situation de téléconsultation. Ça nous a permis aussi de maintenir un suivi important avec nos salariés, de lutter contre l'isolement, et on a opéré un peu plus de 900 consultations de ce type-là. Alors, vous aurez ça dans les docs qu'on va vous envoyer, je ne vais pas les commenter évidemment, mais on a du matériel qui a permis, au travers de matériel connecté, aux médecins d'opérer un diagnostic à distance avec des données qui sont récupérées, traitées, et puis utilisées dans un cloud qui permet aux médecins d'avoir accès et de pouvoir faire les diagnostics nécessaires. Voilà que vous voyez apparaître à l'écran. Donc pas de cabine, mais un chariot. Pas de cabine, mais un chariot, et puis c'est plus souple, un chariot, et puis la petite valise qui va bien pour pouvoir faire tout ça. Et les données sont récupérées, mises dans un concentrateur médical, donc sur le cloud avec les données pour pouvoir être traitées. Voilà, je vais passer assez vite là-dessus. Alors, les téléconsultations maintenant avec des médecines en médecine de ville, en médecine générale bien sûr. Là, on n'est plus sur la médecine du travail, mais on a mis en place avec notre prestataire et notre partenaire CIACI, donc des services de téléconsultation pour les salariés dans le monde entier, avec la capacité donc pour les salariés de téléconsulter un médecin au travers d'appels téléphoniques, et donc dans tous les pays du monde de 24/24, 7/7, donc un service d'accès gratuit à nos salariés pour des choses qui sont maintenant on va dire un petit peu plus classiques et un petit peu plus connues. Alors pour ce qui concerne
prévention, notamment de la pandémie pendant la période de Covid-19. Alors, en entreprise et en dehors, parce qu'on a été amené effectivement à les accompagner nos salariés largement dans cette période un petit peu critique. On a assez vite, dès le début du mois d'avril, après la première vague de confinement, souhaité faire parvenir, dans une période où il était extrêmement difficile de trouver des masques, d'envoyer à nos salariés à domicile, partout dans le monde, envoyer à domicile une vingtaine de masques chirurgicaux dès le début du mois de mai, et puis ensuite début juin des masques en tissu. Alors ça a eu un impact assez fort, parce que les salariés, évidemment, on parlait tout à l'heure encore du take care, ça a été perçu évidemment extrêmement positivement, et puis ça nous a permis, pour des situations de travail hybride où les salariés pouvaient être amenés à revenir en entreprise ponctuellement, au moins dans les sites tertiaires, de pouvoir envisager la reprise du travail, la reprise des transports en commun dans des situations de sécurité et de santé sanitaire importante. C'était une préoccupation forte. Et puis le fait également de take care et de prendre soin d'eux dans leur environnement personnel et de pouvoir leur fournir ces masques alors qu'ils avaient du mal à en trouver dans les commerces aussi pour leur environnement familial a été extrêmement apprécié. En tant que service de santé autonome, on a pu aussi opérer des vaccinations. On en parlait en préparation de cette table ronde, c'était un élément de surprise pour certains, mais effectivement, le fait d'être en service de santé autonome nous permet de vacciner. Donc on a vacciné. C'est pour ça, c'était pas interdit, c'était pas autorisé pour les entreprises, mais pour vous, comme vous aviez votre service de santé au travail, vous pouviez. Donc on a vacciné à date environ 800 de nos salariés sur nos différents sites. Donc ça a permis aussi d'offrir et de les contacter de manière proactive, notamment sur les populations qu'on connaissait évidemment avec des situations un petit peu de fragilité, et de pouvoir les vacciner, leur proposer une vaccination rapide. Voilà, je reviendrai sur le webinaire un petit peu après. On a aussi, là c'est rien d'extraordinaire, des logiciels de fréquentation sur les sites tertiaires. On a mis en place évidemment toute la logistique qui nous permet de gérer les flux. Dans des situations de travail, finalement on n'avait pas complètement fermé. Quand on a repris en situation hybride, on a pu gérer au travers d'applications et de gestion de flux qu'on a mis en place, la fréquentation de nos sites parisiens et la restauration collective. Voilà, et un dernier point très très important sur le soutien psychologique et l'accompagnement managérial pendant cette période, où on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont quand même vraiment opéré leurs fruits. Alors, on a commencé assez vite par une enquête pour mesurer, dans le confinement, la première phase de confinement, le confinement complet, une première enquête pour mesurer un petit peu l'impact de la situation de confinement sur nos salariés. On a envoyé une enquête à tous les salariés qui disposaient d'un PC et qui étaient en situation de confinement total et en télétravail, qui était au nombre à peu près de 5000. Et donc on a obtenu un taux de réponse, comme vous voyez, 2400, qui est très important, qui nous a permis de faire un état des lieux et d'identifier un certain nombre de situations. Alors, on en parlait aussi en préparation, on a pu voir qu'on était à peu près à plus 30% de situations d'anxiété, de déprime, de stress. Et puis surtout, on a identifié quand même plus de 200 salariés qui ont fait l'objet d'une prise en charge individuelle qu'on a rappelé assez vite derrière. Les services de santé au travail ont rappelé pour avoir un échange plus approfondi avec eux, parce qu'on avait identifié des situations difficiles, personnelles difficiles. Des dépressions, des choses comme ça. Des dépressions, des situations de début de dépendance, des anxiétés fortes, oui. Tout type de situation. Alors on a chez Orano, c'est pas nouveau depuis 2013, un dispositif d'écoute et d'accompagnement avec Préventis au travers donc de permanence physique et de dispositifs d'appel téléphonique pour nos salariés en itinérance. Donc ce dispositif téléphonique, on l'a étendu à l'occasion de la pandémie, et donc les salariés ont pu aussi avoir accès à ce service donc de dispositifs d'écoute et d'accompagnement, et on en a orienté donc de manière proactive certains là parmi les 200 donc directement auprès de cette cellule d'écoute psychologique, et puis elle a pu être mise à disposition aussi des salariés tout au long cours pour pouvoir être contactés pendant toute cette période. On a noté un léger, on a regardé un petit peu les statistiques, parce qu'on se posait la question aussi par rapport à ce qu'on peut entendre ou voir dans les médias sur les catégories, est-ce que les jeunes sont plus touchés, etc. Bon, on n'a pas eu d'effet notable sur ces sujets-là. On a eu une légère augmentation des appels par rapport à une situation classique, mais pas spécialement de situations spécifiques dans des catégories d'âge particulières. Ça a été assez réparti sur l'ensemble des populations.
Voilà, et puis on a mis en place des webinars avec une psychologue du travail qui ont eu un gros succès, qui témoignaient des attentes que nos salariés aussi avaient sur ce sujet-là, au travers donc de thématiques sur comprendre, apprendre à gérer ses émotions, comment sortir, la préparation de la sortie du confinement, améliorer son bien-être, etc. Et ça a permis de maintenir un lien fort avec des salariés à distance, et puis des ateliers managériaux au moment où on a commencé à préparer la reprise du travail, de sortie du confinement, qu'on a déployé de manière systématique auprès de l'ensemble de nos populations qui avaient été amenées à télétravailler à 100% pour préparer, faire le REX et préparer la reprise du travail. Alors voilà, donc ça a été, disons, des choses qu'on a souhaité être un marqueur fort pour nous, pour Orano. C'est dans notre ADN et on a souhaité que ça continue, que ça se constitue en tout cas ce marqueur fort. Le DRH et le CNB que je suis, évidemment, peut toujours se poser la question de est-ce que finalement tout ça est bien suffisamment marketé, bien apprécié, bien vendu. On a eu quand même des retours d'une grande qualité, nos salariés spontanés sur ces sujets-là, qui ont beaucoup apprécié la présence qu'on a pu avoir auprès d'eux pendant cette période. Et voilà, je pense que ça a témoigné de quelque chose dont on a été très fiers de faire et de notre ADN. Donc voilà le petit témoignage bien modeste que je pouvais vous apporter sur ces sujets. Merci de ce témoignage. Effectivement, c'est un dispositif très complet dans un secteur déjà très sensibilisé à la santé, avec des outils de médecine du travail assez déjà installés, depuis dans une culture santé sans doute assez forte. On va peut-être regarder tout à fait, dans un autre secteur, qui est le secteur plutôt de l'agroalimentaire. Donc Frédéric Cadic, côté groupe Labeyrie, on change d'univers complètement et on est dans des PME mises bout à bout qui produisent des produits de consommation alimentaire et de qualité d'ailleurs. Que vous avez tous consommé. Voilà, qu'on connaît. Et dans ce cadre-là, cette crise, cette pandémie, est-ce que ça fait bouger la culture santé? Est-ce que vous avez pu mettre en place des choses? Et quel est le chemin qui reste à faire d'après vous? Alors nous on part de très loin, on n'en est pas du tout au niveau d'Orano. Je vais juste vous situer un peu le groupe Labeyrie. En fait c'est d'ailleurs le groupe Labeyrie Fan Foods maintenant, qui regroupe pas mal de marques que vous connaissez forcément, je pense Labeyrie pour les foie gras, etc. Le Sud-Ouest qui sont nés, cette activité en 1946, je crois il y a 75 ans, par monsieur Robert Labeyrie. Et puis, comme le disait Marianne, au fil, je ne vais pas vous refaire toute l'historique parce qu'on en aurait pour un petit moment, mais au fil et à mesure du temps, effectivement, il y a eu des rachats de sociétés. On s'est un peu diversifié dans tout, beaucoup d'ailleurs, diversifié dans tout ce qui est produits de la mer, après les produits du terroir. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu monté géographiquement en France sur des sites ports de pêche, etc. Donc sur les crevettes, les coquilles Saint-Jacques, le hareng, le saumon fumé, etc., etc. Et plus récemment, même s'il y a encore quelques années, on s'est un peu diversifié aussi vers tout ce qui est apéritif et tartinable. Et alors, moi, la petite anecdote sur cette pandémie, c'est que les Français n'ont jamais autant consommé de hareng que pendant la crise et le confinement. Je ne sais pas pourquoi. Hareng et crevettes. Bon, voilà. Donc, quelque part, entre nous, cette activité, je pense que c'est cette activité, et les tartinables aussi, qui nous ont un petit peu, entre guillemets, sortis. Tartinades pour l'apéro, oui, exactement. Ça peut comprendre. Mais les harengs, on a un peu de mal. Voilà. Comme le disait Marianne aussi, c'est là. Donc moi, je suis dans le groupe Labeyrie depuis à peu près fin 2019. Donc j'ai passé plus de temps chez moi qu'au bureau, bien sûr. On a en fait, c'est un groupe qui n'est pas encore un groupe dans le sens où effectivement, c'est des couches de petites PME en fait qui ont été rachetées les unes après les autres au fil du temps. Et avec la particularité que moi j'ai découvert en tant que CNB, c'est qu'en fait, chaque site, puisqu'on a donc des sites à Troarn, à Fécamp, à Boulogne-sur-Mer, à Saint-Aignan, Grandlieu, près de Nantes, à Jonzac, en Vendée, à Vich, dans l'est de la France. Et puis le gros du gros, c'est à Saint-Jour-de-Marennes, c'est dans les Landes. Là, je parle pour la France, sinon on est implanté en Écosse, bien sûr, pour tout ce qui est saumon. Les Cornouailles, on est implanté aussi à Tilburg aux Pays-Bas, et puis la Belgique, mais plus pour la partie tartinable justement des olives, etc. Et pour se focaliser un petit peu plus sur la France, moi ce que j'ai découvert et ce qui m'a un petit peu perturbé quand je suis arrivé, c'est que donc chaque site est resté en fait une petite PME,
avec ses propres contrats de prévoyance, santé, etc. En termes d'épargne salariale, on doit avoir 3 ou 4 prestats différents. On a 5 conventions collectives. Enfin bon, c'est assez difficile de s'y retrouver. Et la pandémie, quelque part, la crise m'a permis, comme je venais d'arriver, de découvrir un peu ce qu'il y avait déjà dans nos contrats, puisque forcément, les RH, au départ, étaient très demandeurs quand la pandémie a éclaté, de savoir en fait qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., etc. Alors, nous, on n'avait pas de service de santé au travail. On s'est tout de suite rapproché, enfin les RRH locaux, puisque tout c'est quand même très fait localement, on va dire. Donc, beaucoup rapproché de la médecine du travail, parce que nous, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec la médecine du travail. Et moi, de mon côté, je me suis surtout rapproché de notre courtier, enfin Mercer pour ne pas le nommer, pour justement, plutôt que de relire tous les contrats un par un sur tous les sites, qui m'a fait un petit panorama justement de toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Quand je dis toutes, c'est un bien gros mot, parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Et ce qui nous a permis au niveau RH du groupe de renforcer du coup les messages auprès des salariés pour leur dire, écoutez, voilà déjà ce qui existe dans nos contrats et qu'il faut absolument que vous utilisiez. Donc en fait, il y avait principalement la téléconsultation. Et puis il y avait une hotline dont personne n'avait jamais entendu parler, mais qui existait bel et bien. Une hotline 7 jours sur 7, 24/24, surtout en soutien psychologique. Nous, on était plus en fait dans la prévention. On n'a pas eu de souci de masque, par exemple, de fourniture de masques, parce qu'en fait, sur les chaînes de production, d'emballage, de conservure, etc., ils sont déjà tout habillés, les pieds à la tête, les bottes blanches, etc., etc. Et du coup, on n'a pas eu ce problème-là. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait deux mondes un peu différents dans cette société. C'est que pendant la pandémie, pendant le confinement, toutes les chaînes de production ont continué de fonctionner. Parce qu'en fait, le mot d'ordre, c'était il faut, entre guillemets, nourrir la France et il faut que vous produisiez pour produire des produits. Et puis après, on a eu toute cette partie fonction support, etc., qui ont pu faire du télétravail, qui n'étaient absolument pas habitués à le faire. Parce que le télétravail chez Labeyrie, c'est... Là, on arrive, on fait un grand pas, là. Mais donc, du coup, en fait, il y a eu deux mondes qui sont un peu télescopés et beaucoup, quelque part, un peu de jalousie de la part des unités de production qui ne comprenaient pas pourquoi on laissait en fait travailler des gens chez eux 5 jours sur 5 toute la semaine. C'est pour ça que d'ailleurs dans CNB, j'ai repris ma casquette de CNB en proposant au personnel de production de bénéficier justement de cette fameuse prime Macron qu'on a renouvelée nous en 2020 pour tout le personnel en fait de production, donc hors fonction de support et hors télétravailleurs. Voilà. Alors évidemment, nous, de par notre activité, on était aussi beaucoup dans la prévention. Donc le problème des masques avait tout de suite été résolu. Ce qui a été très difficile au départ, c'est d'organiser les chaînes de production. Parce que vous n'avez peut-être pas visité un abattoir ou une conserverie, mais en fait, les salariés sont les uns à côté des autres. Et puis, bon, voilà, la chaîne des filles, etc. Donc en fait, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré une personne sur 2. Et puis en fait, bon, les instructions gouvernementales devenant de plus en plus précises, il a fallu qu'on équipe en fait toutes nos unités de production de plexiglas en plus entre chaque travailleur, entre chaque salarié. Une fois qu'on a dit ça, là effectivement on est en sortie de crise, mais ce qu'on a souhaité faire et ce qu'on va souhaiter, enfin moi ce que je souhaite continuer à faire, c'est qu'on va... Alors la cellule de psychologie, la hotline continue toujours de tourner, et en fait ce qui est très curieux, c'est qu'elle n'a pas tellement bougé pendant cette période de pandémie, elle arrive plutôt maintenant. On a beaucoup de demandes aujourd'hui, alors plutôt d'ailleurs de la part des télétravailleurs qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler. Donc en fait on met un accent dessus puisqu'on a ouvert une deuxième ligne il y a 2 semaines en prévision justement du retour progressif à l'emploi pour ces gens-là. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, ce que je disais à Marianne et Marc quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'en termes d'utilisation d'outils connectés, là aussi, je pense qu'il y a 2 mondes dans notre société. C'est qu'il y a alors sans être du tout péjoratif, mais il y a le milieu ouvrier qui, voilà, lui, sa préoccupation, voilà, c'est de faire ses 7 heures par jour
et en fait qui ne sont absolument pas habitués à utiliser tous ces outils connectés. Et en fait, pendant les 6 derniers mois de 2020, les premiers rapports qu'on a eus là sur la consommation en fait, et les remboursements de téléconsultation par notre courtier, toute la partie, on va dire, dépenses de santé a complètement chuté. On avait l'impression que plus personne n'est allé chez le médecin, etc. pendant 6 mois. Donc ça, c'est forcément quelque chose que je voudrais à nouveau sensibiliser tout le personnel en fait, pour continuer dans cette voie-là. Ce qui a pu marcher, mais ça c'est plus du bouche-à-oreille parce qu'on n'a pas fait d'enquête, etc., c'est que plutôt dans les populations, on va dire fonction support, alors peut-être un peu plus nouvelle génération, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont investi dans les montres connectées, e-santé, il fallait que je fasse mes 10 000 pas par jour, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, mais que je n'ai pas vraiment concrétisé de façon très précise. Mais c'était plus de bouche à oreille en discutant avec les collègues. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je pense qu'on a, chez Labeyrie, on a encore quand même beaucoup de choses à faire, même si on a une petite cellule qui s'appelle SSE. On a beaucoup plus de préoccupations aujourd'hui, je pense. Alors peut-être un peu moins depuis une petite année, sur la sécurité. On parle toujours de TF1, TF2 à gogo, et je pense que c'est très très important, bien sûr, pour les salariés, pour nous et pour nos actionnaires en passant. Mais le deuxième S, là, la santé, je pense que c'est pas encore dans la mentalité de nos RH, nos DRH. Enfin, je dis nous parce qu'on en a plusieurs. Voilà. Donc, j'espère pouvoir y travailler et par la communication, bien sûr, renforcer la communication, parce qu'on se rend compte que personne, même en local au niveau des RH, on a l'impression que personne n'est au courant de rien ou pas trop sur ce qui se passe, les contrats, comment on est couvert, etc., sur ces thèmes-là. Donc, une fois qu'on aura un peu passé tout ça, qu'on aura remis un petit peu les gens au travail, je pense vraiment axer sur la communication, les outils à leur disposition, etc., même si nous, on n'en dispose pas, mais au moins que, qu'ils peuvent très bien avoir accès à la médecine d'une autre façon. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Frédéric. Pour compléter cette approche plus locale, nous, on s'est rendu compte que selon les entreprises, selon le lieu où était leur personnel, leur problématique de digitalisation de la santé pouvait être très différente. Oui. Et donc, on est en train de construire, c'est quasi finalisé, un outil de géolocalisation de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on tape le code d'une commune, et on a une visualisation de la densité des médecins généralistes avec un indice pour voir s'ils sont en dessous ou au-dessus de la moyenne, et des spécialités à accès difficile, la psychiatrie, la dermato, la gynécologie, l'ophtalmologie, qui sont les spécialités les plus accès difficiles. Parce que si on est dans un secteur de forte pénurie, et il doit y avoir des cas dans les villes que vous citiez tout à l'heure, c'est probablement pas de la même façon qu'on peut s'adresser aux salariés sur l'outil digitaux qu'on met en place, et pas seulement la téléconsultation. Je vous en ai montré un tout à l'heure. Il peut y avoir des outils de rendez-vous rapide, de deuxième avis. Et donc avoir cette vision en spontané de l'offre de soins est utile pour caler sa communication. Et de la même façon, nous on s'est aperçu qu'à Paris, on utilisait finalement beaucoup les outils digitaux, mais la façon d'en parler ne doit pas être la même parce que c'est plus pour des gains de temps, de trajet, des choses comme ça, d'organisation vie pro, vie perso, que les outils digitaux sont mis en avant, et pas forcément pour les mêmes types de besoins et pour des gens plutôt plus jeunes souvent que dans des unités comme celles que vous décrivez. Donc ça m'amène à poser un peu la question à tous les deux sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, on a découvert dans l'urgence qu'il fallait déployer des dispositifs, peut-être remettre au goût du jour des dispositifs qu'on avait déjà mais qu'on ne connaissait pas. Nous-mêmes, chez Santé Claire, ce qu'on faisait en téléconsultation, les rares entreprises ou les rares courtiers ou qui n'avaient pas déployé en urgence, il a fallu déployer tout ça, et on l'a fait, bien sûr. Mais ça met le doigt sur la communication. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises sont suffisamment armées pour aborder la communication sur ces outils? Est-ce qu'elles ont de l'expertise sur comment parler à quelle population? Est-ce que les services de communication interne se mettent aussi en ordre de bataille pour être en aide au DRH pour trouver les bons mots, les bons vocabulaires, pour arriver à apporter au plus près des salariés des outils serviciels de forte valeur,
mais qui n'ont pas forcément tendance à utiliser sinon. Donc peut-être Marc d'abord là-dessus. C'est clair que ce sont des sujets techniques et que je pense que c'est quelque chose, c'est des sujets sur lesquels il est toujours assez compliqué de communiquer. Hein. Néanmoins, je pense qu'on a tout à y gagner. On a quand même, alors chez Orano, c'est vrai qu'on est un petit peu privilégié parce qu'on a des dispositifs quand même qui nous permettent d'occuper le terrain beaucoup sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est un atout formidable, et c'est en termes de bénéfices, c'est quand même quelque chose qui voilà, comme tous les bénéfices, si ça peut être considéré comme acquis, on voit plus, d'ailleurs on voit plus, hein, on n'avance plus d'argent, on voit rien, c'est transparent complètement, donc il faut absolument sur ces aspects-là pouvoir communiquer et vendre et packager, on va dire, un peu ce qu'on est capable de faire pour nos salariés. Et je pense que c'est aussi un terrain à l'avenir qui va être encore, sur lequel on a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui se développent, et je pense qu'il y a beaucoup, et là c'est clair que la crise qu'on a connue nous a, je pense, à sensibiliser quand même, ça a préparé le terrain, en tout cas à ce qu'on puisse communiquer avec une écoute bien meilleure des salariés sur le sujet. Frédéric, chez vous pensez qu'il y a des progrès à faire en communication sur ces services? Oui, c'est ce que je voulais, voilà, je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire communication, et je rejoins quelque chose que tu disais sur la table ronde précédente, où tu disais que la santé, c'était pas spécialement une préoccupation du salarié, mais je pense que c'est vraiment une préoccupation de l'entreprise, et moi j'en suis persuadé. Et alors évidemment, on ne peut pas tout lui apporter, mais on peut, justement, et la communication, à mon avis, peut aider beaucoup. Alors il y a communication et communication. Moi, la communication RH, en fait, aujourd'hui, elle est tellement sur plein de sujets qu'il ne faut pas non plus noyer ce sujet-là, je pense, parmi d'autres. C'est pour ça que moi j'ai demandé, alors bon, c'est pas encore fait, mais j'ai demandé à notre courtier de nous aider là-dessus. Alors d'accord, il y a une plaquette, comment se faire rembourser son soin, un numéro de téléphone si vous avez un problème de rein, mais en fait je lui ai demandé aussi de faire on a commencé à travailler dessus, de faire une plaquette justement précise sur tous ces, alors pas spécialement d'ailleurs des outils que peuvent proposer Mercer, mais au moins tous les outils qui sont à disposition d'ailleurs aujourd'hui sur le marché, et que le salarié pourrait bénéficier même d'une part individuelle. Mais ceci étant, je pense que c'est vraiment important que la communication passe par l'entreprise. Hein. Et ça, chez nous, c'était quelque chose, je l'ai découvert, qui n'était absolument pas naturel quelque part. Alors, et je ne dis pas que ça l'est devenu, hein, bien sûr, mais je pense qu'effectivement, encore une fois, grâce, ou je ne sais pas si on peut dire ça, effectivement, comme ça, mais à la pandémie, il y a quand même eu, de la part des DRH, une petite prise de conscience par rapport à ça. Donc, je vais essayer de profiter de ça, justement, pour mettre l'accent là-dessus. Peut-être des questions de différenciation de communication. Aujourd'hui, on dit souvent, en com externe des entreprises, hein, on segmente les cibles, on a des messages distincts selon vers qui on s'adresse. Je n'ai pas toujours l'impression que ce travail de segmentation, est-ce que c'est un jeune connecté? Est-ce que c'est une personne plus âgée qui est moins connectée? Quoique je crois que beaucoup de personnes plus âgées ont des smartphones aujourd'hui quand même. Tout ce qui est appli mobile. Mais comment on parle aux gens? Est-ce qu'on réussit à avoir des messages un peu différents? Ou est-ce que juste c'est une présentation des services? Moi, sur ce sujet-là, je pense pas qu'il y ait lieu vraiment beaucoup différencier. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas au contraire tomber dans les panneaux de se dire qu'un jeune ouvrier en usine, il va être moins connecté, etc. D'abord, c'est plus vrai, hein, c'est plutôt une question de génération, mais ça l'est de moins en moins. Tous nos services sont en train de se digitaliser, et on voit qu'on a des taux d'adhésion qui sont aussi forts sur nos sites industriels que sur nos sites tertiaires. Donc ça, factuellement, aujourd'hui, on s'en rend compte au travers d'outils les coffres forts électroniques, les bulletins de paye dématérialisés. Ça a été une surprise importante de voir quand même qu'on avait des idées reçues sur le sujet. Et sur nos sites industriels, alors on embauche pas mal, donc on a pas mal de population aussi on a une pyramide des âges qui est bien équilibrée, mais on a eu un taux d'adhésion qui est aussi fort qui est très légèrement en retrait par rapport à des sites tertiaires, de jeunes cadres, etc. Donc je pense que c'est sur ces sujets-là, et puis
puis encore une fois, l'actualité de ces 2 dernières années, des 18 derniers mois, nous montre qu'on est complètement, c'est un sujet qui est devenu universel. Et voilà, et et je pense que du point de vue de la proximité, par contre, managériale qu'on peut avoir sur des sujets qui touchent à la sphère du privé, etc., c'est un levier fort dans l'adhésion, dans l'engagement. On a tout à gagner à investir ces sujets-là, sans forcément, je pense, faire de différenciation particulière en termes de... C'est plus de faire connaître et de faire savoir les offres servicielles à tous, au plus près de chacun, que de segmenter les messages et la communication. Oui. De les développer, de les développer et de les faire connaître. Frédéric, tu partages cet avis? Pas tout à fait, en fait. Enfin, c'est pas que je partage pas l'avis, c'est que chez la Berry, concrètement, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on s'est rendu compte, justement, pendant cette période difficile, hein, que, alors effectivement, sur les chaînes, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais bon, bref, c'est assez concret. Sur les chaînes, effectivement, on a aussi des jeunes, ça c'est sûr. Comme tu le disais aussi, tout le monde a un smartphone. Mais je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est que via les réunions de middle management, etc., on s'est rendu compte que tout le monde n'avait absolument pas la même connaissance de ces outils. Alors, un jeune de 25 ans qu'on embauche, qui lui, il a aucun souci. Il va même d'ailleurs aider ses aînés, entre guillemets, pour lui dire, mais si, tu peux aller là, tu peux aller là. Et je pense qu'une habitude d'une certaine partie de notre population aujourd'hui, dans le milieu de production, n'avait pas spécialement cette habitude en fait d'utiliser ça, et ça commence peut-être un petit peu à bouger. On a un autre souci, nous, chez la Berry, c'est que tout le monde n'a pas une boîte mail professionnelle. Donc ça limite aussi un petit peu la façon de communiquer. Donc en fait, ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais sur les projets là dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on va toucher, en fait, par le biais de communication qu'on souhaitait faire avec le courtier là, en fait, on va faire un envoi postal. Parce que tu parlais des bulletins dématérialisés, mais chez nous, ça existe, mais il n'y a que 38% des salariés qui ont souhaité adhérer à ça, donc ça sera pas du tout par là qu'on pourra communiquer de façon efficace. Il reste le courrier postal, ça reste encore une bonne méthode. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que la communication, c'est important. Les services aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un rapprochement, c'est un sujet qui m'est cher, entre les réflexions QVT dans l'entreprise et complémentaire santé? Est-ce que ces sujets sont en train de converger autour de notions de santé globale, au-delà de la santé au travail, santé des salariés? Est-ce que vous voyez une prise de position de votre équipe RH plus forte sur la santé autour de la QVT? Nous, QVT chez la Berry, on ne connaît pas trop encore. Mais peut-être de la QVT naturelle. Oui. Non, mais je pense que ça viendra. Je dénigrerai absolument pas cette belle maison, hein, mais c'est... Enfin, je le disais à certains tout à l'heure. Donc je suis chez la Berry depuis fin 2019. Et avant, en fait, j'étais dans un groupe qui s'appelle Novartis, le secteur pharma. Donc, en fait, je suis passé d'une culture d'entreprise complètement différente. Et effectivement, à un moment donné, je me suis beaucoup posé de questions en disant, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais en fait, c'est super intéressant de pouvoir justement bâtir des choses et puis aussi profiter de l'expérience qu'on a pu gagner dans d'autres entreprises pour essayer de faire bénéficier ça. Donc, on ne parle pas de QVT chez la Berry, c'est sûr. Je pense que ça va venir, mais on a toujours aussi, par contre, parlé des problèmes d'ergonomie et de santé, essentiellement, même si pas assez à mon avis, ergonomie, parce que les postes de travail, etc., c'est complètement difficile. Mais on avance, on va avancer, j'espère. Chez Orano, on a un accord qui a été vu au travail depuis quelques années. C'est sûr que c'est des sujets qui sont, il y a des overlaps importants, donc on les évoque dans les différentes thématiques que l'on évoque sur le well-being, la qualité de travail, le dispositif d'écoute et d'accompagnement a pris naissance dans l'accord qualité de vie au travail il y a une dizaine d'années. Maintenant, je pense qu'on est sur des sujets de plus en plus spécifiques et de plus en plus complexes et qui méritent d'être effectivement traités de manière particulière. Ça va s'inscrire dans une politique de qualité du travail, mais je pense que la santé, c'est quelque chose qui en soi va à se développer sur l'ensemble de ses composants de manière. C'est un sujet suffisamment vaste, on va dire, pour être traité en tant que tel. Et puis ensuite,
la qualité de vie au travail, forcément, il y a des overlaps et puis des passerelles à faire, mais je pense qu'il n'y a pas de... Tout n'est pas dans l'un ou dans l'autre, quoi. C'est vraiment... il y a des choses qui sont à explorer de manière séparée, et il y a suffisamment à faire dans les deux domaines. Et en tout cas, les équipes de santé, ça nécessite une expertise de plus en plus importante sur tous ces sujets-là, et je pense qu'on a à nous à les récupérer au niveau RH, et encore une fois, à les marketer, à les mettre en valeur auprès de notre personnel de manière ciblée, en tout cas. Et je pense que c'est vraiment un sujet de préoccupation de plus en plus fort, donc on a tout intérêt à le faire. Le mot de la fin, Frédéric, sur ce que... Moi, j'ai une question à te poser, Marianne. Oui. Enfin, qui peut... C'est justement, tu parlais d'ADA ou tous ces outils-là. Est-ce que tu penses que ça peut être pas un échappatoire, hein, comment dire, une solution aux déserts médicaux? Complètement. Hein. Nous, on travaille beaucoup sur ce plan-là. Et c'est pour ça qu'on est en train de se doter d'un outil de géolocalisation de l'offre de soins, à travers d'une compilation de données pour avoir un outil puissant qui rapidement donne une vision de l'offre de soins. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés au fait que quand il y a une pénurie d'offres, il est encore plus important d'utiliser l'offre à bon escient. S'il y a une pénurie d'ophtalmologistes, c'est un grand classique, hein, puis on travaille dans l'optique, on a un réseau d'opticiens, donc on voit très bien ça. Les rendez-vous peuvent être assez facilement, hein, tu calcules ça assez facilement, selon le taux d'ophtalmo par rapport à nombre de population à son âge. Tu peux tout de suite en déduire que les rendez-vous vont être à 6 mois, 1 an, parfois 18 mois. Et là, c'est là que ça devient fondamental que ces ophtalmos restants n'aient pas envie de démissionner, tellement c'est un métier qui devient une frustration totale, c'est-à-dire les gens arrivent bien trop tard et bien trop grave. Et donc c'est lorsqu'il y a une pénurie d'offres, parfois de généralistes, hein, tout simplement, parfois même il n'y en a pas, il faut aller loin, que l'organisation pour faire que les gens arrivent à bon escient au bon moment devient cruciale. Et ces outils d'intelligence artificielle, voire de téléconsultation, hein, parce qu'on peut débrouiller beaucoup de sujets en téléconsultation, et ils épargnent les ressources médicales physiques. C'est-à-dire que plus tu as une pénurie d'offres, plus ces outils sont fondamentaux pour que l'offre, tu y ailles à bon escient. À condition, je dis bien à condition, qu'il y ait un lien qui soit fait avec le peu d'offres qui restent. Et c'est ce on essaie de générer, hein, de plus en plus, pour que dans ce cas-là, si tu as été identifié par ton téléconsultant ou en intelligence artificielle comme devant avoir un rendez-vous rapide, tu obtiennes un rendez-vous rapide. Mais parce que plein de gens, du coup, ne seront pas allés et ont pris leur file d'attente. En ophtalmo, il y a 80% des gens qui viennent pour se faire prescrire des lunettes et qui bouffent les créneaux de gens qui viendraient pour un glaucome ou quelque chose comme ça et qui arrivent beaucoup trop tard et beaucoup trop grave. Donc je crois vraiment que ce mélange médecine physique, outils à distance, d'intelligence artificielle encore plus simple, ou de téléconsultation, voire téléconsultation spécialisée, parce qu'on peut aussi faire des téléconsultations aujourd'hui en ORL, en ophtalmo, avec des logiciels de transmission. C'est un peu plus compliqué, mais... Donc ça, il va falloir qu'on le traite au plus proche du terrain. Et c'est pour ça qu'une entreprise comme la tienne, avec ses sites dans des endroits difficiles, moi, je trouve ça intéressant comme challenge, parce que c'est aussi le cas d'ailleurs à La Hague ou des endroits comme ça. Il n'y a pas tellement d'offres locales, hein, d'offres de soins. Et il faut faire en sorte que les services interentreprise pour la santé en entreprise au travail puissent se saisir aussi de ces outils-là, parce qu'on a alors on n'est pas parce qu'on a un service autonome qu'on a des difficultés, qu'on n'a pas des difficultés, qu'on est immunisé contre les difficultés à recruter des médecins du travail. On a beaucoup de mal. Et puis on a des zones qui sont non couvertes, là où on a nos activités de service. Dans l'est de la France, par exemple, où on n'est plus capable d'avoir un rendez-vous de suivi médical pour nos salariés parce qu'il n'y a plus le service interentreprise, n'a plus de médecin. Donc il faut aussi que ce soit des outils, effectivement, ça doit pouvoir être des outils aussi d'aide aux services interentreprise, de travail aux médecins du travail. C'est fondamental, hein. Toute cette chaîne de soins doit s'organiser et lorsque les outils distanciels permettent d'identifier des choses importantes qu'il faut traiter rapidement, il faut que ça suive. Et je pense que vous avez un rôle dans les entreprises, hein, moi c'est ce que je veux dire, à la fois pour faire connaître ces outils qui sont de plus en plus puissants et efficaces et médicalement efficaces à vos salariés, faire qu'ils les adoptent,
parce que c'est comme tout, hein, bulletin de paye digitalisé, il a sans doute fallu un petit peu ramer, puis c'est pas encore complètement arrivé, mais voilà. Et puis après, une fois qu'on l'a utilisé, ça marche, jamais on reviendrait en arrière. Donc je crois vraiment que ce basculement, c'est via l'entreprise qu'on va l'obtenir. Et ça fait longtemps qu'on en parle avec Delphine qui est là, sur le fait que c'était des sujets très lointains, la complémentaire santé. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que c'est vraiment au cœur des problématiques de l'entreprise. Et c'est ce que vous avez illustré tous les deux. Donc, je vous remercie beaucoup. Et Merci à toi. merci au public pour Merci. nous avoir écoutés.